Salut Caril. Salut, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Euh, c'est génial en fait de te retrouver pour cette vidéo parce que j'ai la sensation qu'on a un peu bouclé une boucle, C'est vrai? toi et moi. Ouais. En fait, on s'est rencontrés il y a une année. Tu avais mis une annonce comme quoi tu cherchais des témoignages pour des interviews que tu faisais. Mhm. Et je me souviens avoir lu l'annonce et de ne pas savoir si j'allais y répondre. Je savais, il y a vraiment une force qui m'a poussée à le faire. Mais je me souviens avoir été assez maladroite en répondant. Je savais pas trop quoi mettre en avant. Et en fait, j'ai eu la chance que tu me contactes. Mhm. Et puis, on a fait cette interview, en fait, ces discussions, j'ai envie de dire. Oui, Et puis, il s'est clairement passé quelque chose. ouais. Ça a été vraiment une super discussion. Et une vraie fluidité, et puis une vidéo, j'en ai fait une vingtaine, c'est celle qui a le mieux marché. Voilà. Ouais, vraiment. Et je voulais te remercier parce qu'en fait, pour moi, ça a été aussi le début d'un cheminement. C'est-à-dire que quand j'ai répondu à ton annonce et que je me suis retrouvée à faire cette interview, c'était la première fois que publiquement, j'osais exprimer des choses par rapport à mon chemin personnel, à qui j'avais été et surtout à toute cette connexion que je commençais à avoir avec le subtil, on va dire de manière publique. Ouais. Et il y a eu vraiment une très belle réponse positive. Mais au-delà de ça, pouvoir me raconter, ça m'a permis de m'affirmer et puis de oser, en fait, poser ma voix, revenir au parler, revenir au partage. Et Mhm. donc, du coup, maintenant que je mets en place pour moi cette chaîne, eh ben, j'avais vraiment envie de t'inviter. C'est un peu comme si on bouclait la boucle, c'est vrai. C'est C'est assez... exactement ça. On sait pas, peut-être il y aura encore une troisième fois, mais en tout cas, ça boucle quelque chose. Ça boucle quelque chose. Ouais, Donc, je te remercie infiniment pour ouais. ça. Merci à toi. Je profite de t'avoir ici parce qu'en fait, finalement, on aime parler les deux et il y a beaucoup de thèmes, je pense, dans lesquels on se retrouve en commun et dont certaines épreuves de notre passé, Mhm. où j'ai la sensation qu'on a les deux traversé des périodes d'ombre, on va dire, de difficultés assez fortes avant de trouver un autre chemin. Donc, j'ai envie de dire, il y a eu une version de Caril il y a plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans, Mhm. et il Ouais. y a la version de Caril d'aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord en quelques mots je sais que c'est dans ton livre, mais de revenir un petit peu sur ces épisodes peut-être plus difficiles pour toi. Mhm. Et tu me parlais souvent de petits points de lumière. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce que ça a été pour toi, l'accroche qui t'a permis de te développer, de passer à autre chose, une autre version de toi? Ouais. Alors moi, c'est vrai que j'ai assez vite malheureusement commencé à fumer un peu du cannabis, mais comme tout le monde, d'une façon festive. Et je suis très vite resté accroché à ça. Donc tous les jours, j'avais besoin de fumer. Tous les soirs, il fallait que je sois un peu stone pour supporter ma sensibilité. Et je savais pas comment faire d'une façon positive pour être bien avec tout ce que je ressentais dedans. Donc je pense que j'ai fait une sorte de camisole comme ça tout autour de moi pour supporter ma vie. Ça a duré à peu près 8 ans. Et puis vers mes 24 ans, j'ai commencé à ressentir mon guide sur ma gauche. Et vraiment une présence dans cette partie-là qui vient toujours au même endroit. Et ça, c'est ce fameux point de lumière que tu parles. Où, en fait, je me suis accroché à ça. C'était la première fois de cette période-là qu'il y avait une vibration positive. Puis je me suis dit, mais ok, je suis dans quelque chose de très sombre. Tout d'un coup, ça vibre un peu plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer du travail et puis je vais méditer avec cette énergie-là. Et j'ai commencé à méditer tous les soirs avec mon guide après le travail. Et je suis complètement sorti de mes addictions naturellement, juste en me remplissant de cette connexion-là. Ouais. Quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est un peu un truc qui est apparu de nulle part. Est-ce que tu penses que inconsciemment tu as appelé cette présence à se montrer à toi, à pouvoir te guider dans ce moment où peut-être on voyait pas le tunnel, tu voyais justement pas ce point lumineux? Ouais, je pense qu'il y avait une sorte de cri au fond de moi qui est en train de se dire, mais soit enfin, je choisis la vie ou je me laisse couler de cette façon-là. Et puis, pour la petite histoire, il faut quand même dire que mon père avait beaucoup des maux de tête à l'époque. Puis, il allait voir une thérapeute. Puis, il m'a dit plusieurs fois, je sais pas pourquoi, je pense qu'elle pourrait te faire du bien. Il me disait. Puis, moi, venant de mon père, ça a quand même resté un peu dans ma tête. Et puis, un jour, je lui ai dit, écoute, donne-moi son numéro. Je pense que j'étais prêt. Et j'ai été voir cette thérapeute et c'est là que j'ai commencé à sentir mon guide. Donc Ah, j'ai quand même d'accord. quelqu'un d'extérieur qui m'a aidé à faire ce Mhm. déclic. Mais je pense que j'étais mûr au fond de moi. Ça a été un appel Ouais, profond. ouais. Ouais, c'est quelque chose hein, qu'on en parle beaucoup et qu'on en a parlé avec notre discussion avec Lucie dans une autre vidéo. C'est finalement le pouvoir de l'autre
qui est en fait limité à ce qu'on s'autorise à soi-même aussi. Ouais. Donc le médium ou la personne, le thérapeute en face n'est capable de lire que ce que finalement on s'autorise d'imaginer ou de rêver ou que notre inconscient a besoin de mettre en conscience pour passer à une autre étape. Ouais. Ça te parle, ça? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Je pense pas qu'on peut voir des phases de la vie de l'autre qui sont soit pas prêtes ou pas disponibles. Ou alors si on en parlerait aujourd'hui, ça ferait tout exploser. Ça serait peut-être trop violent aussi. Et je pense qu'on a tous des formes de jardin secret où on peut pas, même si on a un super médium, on peut pas tout capter. En tout cas, il va sentir qu'il y a des portes fermées. Moi, c'est ce que je sens. Hein. Si les gens se barricadent, on sent qu'il y a une vibration qui est moins agréable et que c'est barricadé. Puis on va juste pas forcer l'accès de toute façon. Ouais. Ça se fait pas. Ouais, on est non, d'accord. c'est clair. Mais pour revenir à ce moment-là où tu dis tu t'es accroché à ça, c'est pas que quand tu le dis, ça a l'air facile. Mais en fait, finalement, c'est la seule chose que tu as fait, c'est de t'asseoir et méditer. En fait, ça paraît fou aujourd'hui, mais il faut comprendre que c'était il y a une quinzaine d'années en arrière, hein, pour situer. J'étais dans un moment de ma vie où je sais que ça se voit pas sur moi aujourd'hui, mais tout était sombre. Un peu comme une salle de cinéma, si je prends cet exemple, avec un projecteur où on augmente l'intensité. Et puis, c'est comme si tout d'un coup, je voyais une lumière au bout, on pourrait presque dire au bout du tunnel, à quelque part. Puis je me suis dit, c'est la seule lumière qu'il y a, donc c'était logique pour moi de m'accrocher à ça, en fait. Aujourd'hui, j'ai plein de choses qui sont lumineuses dans ma vie, mais ouais, il n'y avait que ça à cette époque-là. Et du coup, je me suis dit, je vais rentrer, puis je vais me connecter à cette lumière. Après, on l'appelle comme on veut, hein, on s'en fout. Moi, je parle beaucoup du moi supérieur, mais c'est égal. Puis en fait, j'ai essayé de fusionner mon corps, mes cellules physiques, avec cette lumière-là. Je me suis dit, mais si cette lumière, elle rentre chez moi, je vais finir par devenir cette lumière, quelque part. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Après, forcément, je fumais encore un petit peu, mais ça m'a dégoûté de plus en plus. Et puis, naturellement, ça s'est fait. Naturellement, tu as commencé à choisir les vibrations les plus hautes, ça. en fait. Ça. Pour ceux qui ne sont pas familiers, comment tu décris ton moi supérieur? Alors moi, je décris comme une connexion verticale. Si on fait très simple, on imagine qu'on a une sorte de tube comme ça qui remonte sur notre tête. Il y a une partie qui est toute droite, qui est verticale, puis il y a une partie qui est horizontale. Puis la partie horizontale, c'est plutôt pour moi les défunts, les anges, toutes ces énergies-là. Puis cette énergie qui est au-dessus, elle fait partie de nous. Mais souvent, on a notre corps qui est déconnecté de cette partie-là, parce qu'on a un mental qui est très fort, et puis aussi ce qu'on vit à l'école, et puis ça nous débranche. Et moi, en fait, j'ai essayé de faire le chemin du retour pour me rebrancher à ça, avec l'aide de ces thérapeutes à l'époque. Sans vouloir mettre le pied, tu disais à ce moment-là, tu fumais beaucoup, et le cannabis est quand même connu pour être déclencheur de la schizophrénie pour les gens qui seraient porteurs du gène à un certain âge. Donc ça coïncide quand même pour toi, parce que c'est à peu près jusqu'à l'âge de 25 ans où le gène peut se déclencher avec le cannabis. Quand tu as commencé à sentir cette présence, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question si tu étais en train de basculer vers une sorte de schizophrénie, de folie, et comment tu as apprivoisé en fait ce nouveau signal en fait finalement que tu n'avais jamais senti avant? Alors je me suis posé plein de questions, hein. J'ai eu des périodes où quand je fumais, c'est vrai, ça peut rendre un peu parano aussi. Ou des fois on marche dans la rue, on croit qu'on est suivi, puis au fait c'est pas vrai. Donc j'ai eu un peu des phases comme ça. Sauf que quand j'ai ressenti mon guide, c'est vraiment quelque chose qui est devenu palpable autour de moi. Et c'est quelque chose qui est physique. Si je devais dessiner l'oxygène qui est autour de moi, là il n'y a rien, puis là il y a quelque chose qui vibre. Et cette vibration, en fait, je peux me tourner dans tous les sens. J'ai même essayé de faire ça sur mon coussin avant de dormir, pour te dire. Et puis même à travers mon coussin, il y a quelque chose qui se passe. Donc, en fait, je suis quelqu'un d'assez cartésien à la base. Puis j'ai retourné ça dans tous les sens. Puis chaque fois, il y avait ce truc qui vibrait à gauche. Donc, en fait, ça m'a rassuré. J'ai fait pas mal de tests. Et je pense que quand c'est pas notre tête et qu'on a une sensation physique, on peut être rassuré vraiment que c'est pas le cerveau qui crée ça. Par contre, si c'était juste une lumière ou si c'était juste quelque chose que j'entends, là, je ferai attention. Parce que je pourrais aussi m'imaginer moi-même. Ouais, c'est ce que j'ai beaucoup expérimenté, moi, dans mon expérience à travers la méditation Vipassana. C'est qu'on nous ramène aux sensations. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi dans les accompagnements que je donne. C'est de toujours ramener aux sensations, parce que finalement, c'est un peu la seule chose, comme tu dis, sur laquelle on peut se rattacher, qui est vraie, en un sens, qui ne peut pas mentir. Ça, c'est comme le corps. Pour moi, le corps, il ne trompe pas. Qu'il soit mal à quelque part, c'est quand même pas pour rien. C'est à cet endroit-là. Enfin, tout ça, pour ceux qui y croient, il y a toujours des messages codés. Et le corps va pas nous faire mal au ventre juste pour nous embêter, par exemple. Donc quand il y a le corps, c'est pas une histoire du mental, en fait, qui crée ça, de mon point de vue. Ouais. Vraiment. Tu as
tu as eu des expériences, hein, je crois que c'est ça, tu as eu des expériences où en fait ton état physique a pu changer à travers la méditation, à travers la pratique. Tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, typiquement, j'avais tout le temps des gros soucis de dos il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, vraiment des torticolis à répétition, mais je pouvais plus du tout tourner la nuque. C'était vraiment lourd et quand même assez prononcé par rapport à l'âge que j'avais. C'est pas normal. Et à force de méditer avec mon guide, j'ai vraiment beaucoup moins. Ça m'arrive peut-être une fois tous les 2, 3 ans, où tout d'un coup ça bloque un peu, mais avant c'était quasiment tous les mois. Donc il y a vraiment une fluidité dans le corps qui s'est retrouvée juste par la méditation. Et c'est dingue parce que quand on médite, en tout cas pour moi, je suis immobile. Oui. Donc on peut imaginer que quand on est immobile, le corps va se crisper encore plus, mais en fait pas du tout. Ça délie des nœuds Oui. à l'intérieur. C'est vraiment ce que j'essaye d'enseigner aussi, c'est parce que beaucoup prennent l'excuse de non, si je m'assieds et que je vais être immobile, ben, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, je suis pas ci, je suis pas ça. Et qu'en fait, pour beaucoup, c'est aussi une excuse pour pas se retrouver dans ce silence, pour pas se retrouver face à soi. C'est ça. Et je sais que tu valorises le silence aussi et les moments à soi, mais ça n'a pas toujours été le cas. On est d'accord. Non, c'est vrai. Comment tu as apprivoisé le silence? Et comment tu as apprivoisé le fait que d'un coup, tu te retrouvais vraiment face à toi, tel que tu es, et non telles les projections qu'on peut avoir, surtout quand on est accompagné de beaucoup de bruit? Ouais, ouais. Moi, je me rappelle très bien, hein, des premiers temps où je méditais, je fermais les yeux, mais je pense comme tout le monde. Puis je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'entends une mouche voler, j'entends la porte qui s'ouvre. Puis comment faire? Et puis en fait, moi, j'ai compris enfin, j'ai compris, c'est pas sorcier, mais il faut que ce mental soit focalisé sur une chose. Et en tout cas, pour moi, ça m'aide beaucoup. Moi, j'ai beaucoup médité sur ce petit point. Ouais. Je sais pas si tu travailles Oui, aussi oui, là-dessus. exactement. C'est ce que j'enseigne, c'est la Ok. sensation. Respirer la narine gauche, la narine droite, et puis d'essayer de sentir sur la peau le mouvement de l'air qui rentre et qui sort. Puis j'ai réussi à mettre ma tête en fait sur ce point-là. Et j'ai beaucoup commencé comme ça. Puis après, je demande à mon guide de venir, puis je le sentais sur ma gauche. Et puis en fait, à force, ça devient presque un jeu de concentration. Mais au début, je comprends qu'il y a des gens qui rentrent chez eux, qui allument la télévision, parce qu'en fait, ils ont peur d'être face au silence. Mais je pense que plus on apprivoise le silence, un peu comme un animal de compagnie. Au début, il va faire un peu n'importe quoi. Il va nous emmener un peu n'importe où. Et puis plus on va le caresser dans le sens du poil, plus on aura envie d'être dans ces moments-là. Et il y a une phrase de Jim Carrey que moi j'aime beaucoup. Il dit que la solitude et le silence devient très additif. Et je pense que c'est assez vrai, parce qu'autant on y goûte vraiment, on a besoin d'y retourner, je trouve. Oui, moi je suis complètement d'accord avec toi. Et puis en même temps, ça a aussi ses dangers. Alors il y a déjà une chose qui m'intéresse, c'est la majorité des gens sont assez en automatisme. Je pense qu'aussi dans tes clients, tu as énormément de parents qui n'arrivent pas à trouver ces moments de silence. Je pense que toi et moi, on a, entre guillemets, eu un parcours de vie qui nous a permis de créer ces espaces-là aussi. Mais quel est le conseil que tu donnes à ce moment-là aux gens qui, justement, trouvent un peu toutes les excuses pour ne pas avoir ces 5 minutes pour s'asseoir? Comment toi, quel est le message qui vient en premier pour ces gens? Alors, moi, je pense qu'il y a un timing dans la vie pour tout le monde. Et je pense qu'à un moment donné, on en a suffisamment marre d'une situation. On en a tellement marre que finalement, on se décide soit de rester un peu là-dedans, mais on sait qu'on s'éteint un petit feu, comme pour moi avec le cannabis, par exemple. Mais ça peut être une histoire, je sais pas, avec des enfants, avec un conjoint. Puis on sent que ça va plus dans cette direction. Et un jour, on en a suffisamment marre pour soit rebondir, soit on se laisse couler. Et je pense qu'il faut que ce moment arrive pour ensuite s'accorder du temps pour soi. Et puis surtout choisir un truc. C'est pas forcément la méditation, mais choisissez, en fait, j'aurais envie de dire, une petite lumière. Dès qu'il y a une petite lumière qui arrive, essayez de vous accrocher à ça, puis de répéter ce moment avec cette lumière. Donc si c'est un sport, ben, c'est un sport. Si c'est d'écrire, écrivez. Mais de retrouver un peu chaque jour ou chaque semaine cette vibration-là de cette lumière. Puis pour finir, elle vient à l'intérieur, si on s'y accroche vraiment. Oui. Il y a pas de... En fait, pour répondre, moi je pense qu'il n'y a pas de miracle. Il y a un temps où on n'a plus envie de vivre ce qu'on est en train de vivre. Moi je pense que c'est ça. Il y a un moment de décision qui est pris pour soi. Ouais. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que ça ramène vraiment à ce pouvoir de création qu'on a. Quand on se rend compte qu'on a ce poids dans la décision, on devient créateur et à ce moment-là, les choses se mettent en place. C'est ça. On arrive à faire les choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. Pour revenir au thème de cette addiction, de ce que Jim Carrey disait, je suis d'accord avec toi, ça devient très addictif.
Et puis en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un certain piège là derrière qui pourrait être de d'un coup créer une distance et ne plus être impliqué dans ses émotions. Mhm. Donc, je prends l'exemple d'aller à des retraites à répétition. Bah, par exemple, moi, j'ai fait les retraites de Vipassana où tu es 10 jours, tu es dans un isolement, tu n'as pas de contact visuel, tu n'as pas de parole, tu médites des heures et des heures. Ce que je trouve nécessaire quand tu as envie de créer une séparation entre l'avant et l'après, quand tu viens vraiment dans un enseignement qui est quand même assez assidu, tu viens vraiment créer une séparation dans les états. Mais le piège pourrait être aussi de tomber dans cet extrême, si ça te parle, de tomber dans cet extrême et donc du coup de se retirer toutes les frictions, toutes les résistances dans la vie, parce que d'un coup on vient expérimenter ces états-là, mais dans un environnement très contrôlé. Ouais. Et donc du coup, d'un coup, on sort de ces retraites et on se rend compte que on a tout compris pendant la retraite et quand on revient dans sa vie, on se dit « Ah merde, en fait, je suis de nouveau la même personne » et on n'arrive pas forcément à intégrer ça. Alors des fois, ça prend des années, mais voilà, tu as eu ces moments un peu addictifs où au lieu d'être dans l'expérimentation vraiment de travailler ta résistance, bah, d'un coup, tu t'isoles de tout et ça devient un peu, tu vois, le piège à l'inverse. Ouais, et puis je pense que j'ai encore vraiment ces moments-là, pour être honnête, parce que j'ai besoin encore des fois de me retrouver dans ma bulle. Mais je prends l'exemple de... Moi, j'ai fait une formation de médiumnité de 2 ans, il y a plus de 10 ans en arrière maintenant, et chaque fois que je rentrais dans ce cours-là, c'était des week-ends complets. On était un peu dans notre bulle tous ensemble, on était 20-25, et puis c'était, entre guillemets, facile de se connecter, puis d'être dans une méditation incroyable, parce qu'on était 20-25 dans un environnement. Puis après, tu reprends ta voiture, et puis tu as des gens qui roulent n'importe comment, et puis tu as cet agacement, on va dire, de la vie de tous les jours qui revient. Puis ça fait un gros contraste, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et puis je pense que le but, c'est d'essayer de mettre tout ça ensemble et puis que ces moments positifs déteignent, en fait, cette lumière déteigne sur notre quotidien. Mais je pense qu'il n'y a pas de miracle, je pense que c'est le temps qui amène à ça, Ouais. quand même. Je pense qu'au début que je prenais ce chemin de la spiritualité, j'avais tendance à beaucoup partir dans les étoiles pendant des longues heures, puis de me dire « Ah, je suis si connectée, si spirituelle ». Et qu'aujourd'hui, je suis vraiment revenue à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a ces moments où je me pose, mais il y a ces moments où, en fait, on est dans l'expérience là, la matière, et donc de vraiment vivre tout ça dans cette dualité et puis trouver l'unité là-dedans. Ça te parle? Ouais, ouais, Et puis pour moi, la spiritualité devient vraiment plutôt ce chemin-là. oui. Ce chemin de conscience de chaque instant, de chaque rencontre, de chaque regard, de chaque parole, et puis vraiment de conscientiser tout ce qui émane de moi, de l'intérieur à l'extérieur. C'est ça, et de pas forcément vivre dans une grotte Ouais. à 30 km du reste de la population. Je pense que c'est un peu plus facile, à quelque part, de le vivre. D'être en isolement? Ouais, Ouais, je complètement. pense. Je suis assez d'accord avec toi. Bah, je dis toujours, voilà, c'est peut-être plus facile d'être un moine dans un monastère et de pouvoir méditer, d'être dans cet état pendant 10 heures quand on a enlevé les frictions. Après, ils vont voir d'autres sujets, hein, Oui. mais que d'être justement un parent dans une famille très occupée avec 3 enfants et de faire ce travail de mettre en lumière ton ombre là-dedans, quoi. C'est pour ça que tout ce qu'on dit là, moi, ça me fait penser à un truc. En fait, des fois, on imagine la spiritualité comme quelque chose, mais en réalité, la vie nous amène à la spiritualité parce qu'une maman qui a 3 enfants, elle est obligée, je pense, à un moment donné, de se recentrer sur elle, sinon elle ne tient pas le coup. Et du coup, même une maman qui a 3 enfants, qui fait jamais de méditation, qui fait jamais rien de tout ça, elle va finir, enfin, elle a un chemin spirituel parce que c'est la vie qui l'amène à l'intérieur d'elle. Et moi, je pense que la vie, c'est la spiritualité. C'est pas un truc à côté. C'est Je ça. pense, au final. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, j'aime beaucoup cette notion-là parce qu'encore une fois, ça nous ramène vraiment à l'unité plutôt que la séparation. Ouais. Et je vois beaucoup, il y a des gens qui viennent vers moi et je pense que ça doit être le cas dans tes cours. C'est devenu tellement un peu à la mode d'essayer de se connecter à ces guides, à tous les peuples auxquels on pourrait croire et tout ça. Donc du coup, on va toujours se projeter à l'extérieur. Sans avoir fait ce travail de verticalité, j'aime bien ce terme-là et je m'y reconnais complètement, de faire ce travail de verticalité et donc du coup d'aller chercher les réponses toujours ailleurs. Et surtout d'éviter la souffrance, j'ai l'impression. Enfin, pour moi, il y a une différence entre la douleur et la souffrance. Tu es revenu avant sur les douleurs de ton dos. Mais je pense qu'en fait, c'est aussi des faux paradis quand on va toujours à l'extérieur. Puis en fait, on est en train de créer une nouvelle souffrance. On s'en rend pas compte, mais on est dans une autre illusion. Ouais. En fait, on a envie de sortir d'une illusion, puis on se projette dans une autre. Ouais, je suis assez... Puis après, on devient un peu la victime de ce qu'on est en train de vivre, et puis c'est un peu le début de la fin.
c'est ça. Parce qu'après, il y a des nœuds partout, puis on est de moins en moins bien dans notre corps aussi. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Toi, tu as eu des moments, enfin oui, parce que tu as eu les addictions, donc j'imagine que c'était un moment donné où justement tu t'échappais énormément. Ouais. Et aujourd'hui, tu te Mhm. sens comment dans ton corps? Bah vraiment beaucoup mieux, mais de nouveau, moi je pense que plus on infuse avec cette lumière ou avec cette verticalité, plus on devient vertical, plus ça circule. Mhm. Donc on sait que le corps a, je crois, 70% d'eau ou quelque chose comme ça, mais énormément d'eau. C'est comme si l'eau et l'énergie circulent. Donc il n'y a pas de raison après que le corps il cristallise des choses, des maux de ventre, des maux Mhm. de dos, tout ça. En tout cas, il n'y a pas de raison que ce soit à répétition. Mhm. Mais du coup, moi, j'étais là-dedans quand j'étais beaucoup dans mon côté sombre. Forcément, le corps essayait de crier, il essayait de me montrer comme il pouvait qu'il fallait changer un truc. Mhm. C'est ça. Ouais, ça c'est aussi une grande discussion que j'ai eue avec Sabrina d'une autre vidéo qui est spécialiste, justement ancienne gymnaste en fait, et qui a vraiment développé des techniques pour amener les gens dans la respiration et le corps. Et je pense que c'est fou parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend dans la vie à respirer. Et pourtant c'est la première chose qu'on fait, c'est la dernière chose qu'on fait sur cette terre. C'est vrai. Et pour moi c'est vraiment la méditation. Pour moi c'est l'art de respirer, je le dis tout le temps. Parce que les gens ont peur du mot méditation, mais tu leur dis est-ce que tu sais respirer? Oui, bah alors tu sais méditer. Et j'ai l'impression que les gens ont souvent de la résistance à aller respirer pour eux parce qu'il y a une peur de voir ce qui est là et de ne pas être capable de passer au-delà de la souffrance qui a été créée. Tu vois un peu cette étape-là? Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as réussi à mettre en place dans ces moments où tu étais dans ce tunnel et que tu voyais qu'une lumière au bout? Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place qui t'a permis d'y aller pas par pas? Tu dis quel était le déclencheur? En fait, qu'est-ce qui m'a donné envie Non, de... qu'est-ce que tu as pu mettre dans ta vie pratique, Ouais, à part méditer et parler à ton guide, ouais, ok. pour t'aider à avancer vers cette lumière? Ouais, alors bah, concrètement, c'est un peu ce que moi j'appelle le moment de tri en fait dans la vie. J'ai l'impression que chaque personne qui s'éveille, après on appelle ça comme on veut, mais le moment où c'est le moment de changer, il y a un peu un tri qui se fait. Que ce soit avec des gens, une relation, enfin, tous, il y a quelque chose qui se décale pour faire de la place à autre chose. Mhm. Et puis, pour moi, c'est ça, en fait, qui m'a beaucoup aidé. Donc, méditer, oui, c'est bien, mais le quotidien a changé. Il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Mon travail commençait à être de plus en plus pénible. J'ai dû réfléchir à autre chose. Enfin, tout a suivi. Et pour moi, c'est toutes ces étapes qui font que... Mais c'est pas juste un événement. C'est pas un événement. Non. Ouais. Et puis aujourd'hui, donc tu as tout un parcours. Ouais. Tu t'es fait un nom, Je quand sais même, en pas, mais... francophonie. Et en fait, pendant ces 1 an, parce qu'on parlait de ma boucle, mais en fait, il y a eu la tienne aussi. Il y a depuis maintenant quelques mois, je crois, ou un peu moins d'une année, tu as commencé à mettre au devant une activité qui était Ouais. importante pour toi. Ouais. Bah, c'est drôle, en fait, ça fait 9 ans exactement que je suis complètement indépendant dans ce que je fais. J'ai commencé avant à faire des séances, mais ça fait 9 ans que je vis complètement de ça. Et puis, j'ai senti un besoin de réutiliser un peu mes mains. Il faut savoir que je suis un ancien polymécanicien, j'ai appris à programmer des machines pour faire des pièces mécaniques. Puis maintenant, je fais de l'art multicouche en bois. J'ai besoin de retrouver avec mes mains, en fait, ce côté-là. Ouais. C'est Ouais. très beau ce que tu fais d'ailleurs. Merci. C'est très beau ce que tu produis. Et je crois que ça marche bien, non? Ouais, ça marche bien. Tu t'attendais à ça? Non. Non. Je m'attendais pas, je pensais vendre un ou deux pour le plaisir, et puis c'est un petit peu plus que ça, c'est génial. Je crois que tu m'as raconté l'anecdote de comment ça a commencé. Tu as publié une story, il me semble, avec un arbre, et Ouais. puis quelqu'un t'a demandé de la faire. C'est ça, c'était un soir, l'hiver passé, j'ai fait un arbre pour ma maman, parce que voilà, j'ai un bon feeling avec elle, et puis elle m'a demandé, tu peux pas me faire un arbre pour mettre sur mon mur dans ma chambre, et puis je lui ai découpé un arbre au laser, puis j'ai mis sur ma story, puis il y a vraiment une bonne amie qui me dit, mais incroyable cet arbre, tu voudrais pas en faire pour en vendre? Puis je me dis, mais c'est fou, puis le lendemain une deuxième, puis je me dis, bon, je vais créer un modèle, et en fait j'en ai vendu 10 en même pas 24 heures. Et après j'étais en rupture de stock, j'en ai reproduit, mais c'est génial. Je pense que là, ça répond vraiment à quelque chose qui résonne fort chez moi dans notre pouvoir de création, puis aussi d'être canal. On n'est pas que canal dans l'immobilité. On est canal dans la création, dans l'action, quand on est en reliance avec les autres. Et ce que j'entends surtout pour toi, c'est que d'un coup, tu as osé montrer quelque chose qui est une activité de cœur, en fait, et que ça a trouvé son public, ça a résonné. C'est ça, c'est un peu plus, on va dire un peu plus personnel que juste la Ouais. médiumnité que je propose jusqu'à maintenant. Ouais. Et comme quoi, quand on suit un peu ce qu'on sent, bah, ça peut marcher, même dans un autre domaine. C'est
Bah, je suis très contente pour toi, c'est très beau. Et puis Merci, j'inviterai toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir un petit peu tes créations. c'est gentil. Je trouve que ça te va très bien. Et puis tu as vraiment ce détail, comme tu dis, c'est ce qui te parle en fait en tant que polymécanicien, Hmm. c'est d'être minutieux et d'être absorbé dans la tâche. C'est ça, c'est ça. Moi, j'adore tout ce qui est précision, tout ce qui est quand même un peu carré. J'ai quand même une certaine structure. Chez moi, j'ai besoin que ce soit propre. Et c'est vrai que j'aime bien les petites choses qui sont bien faites. Ouais. Donc, ça me convient bien, ce travail. Et puis c'est quoi ton avenir? Il y a des projets en route que tu as Alors, envie de partager? moi, j'ai toujours envie de proposer des cours, comme je fais maintenant, vraiment depuis quasiment 9 ans que je donne des cours. J'ai besoin, en fait, surtout de transmettre ça. Je Mhm. continue un peu les séances privées à côté, mais je fais un peu moins de séances privées, toujours des cours. Puis je me consacre aussi pas mal de temps à ces créations multicouches. Parce que ça me remplit quand même de quelque chose que j'ai besoin en ce moment. Mhm. Je pense que ça va continuer un petit bout comme ça. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Vraiment. Merci Karine pour cet échange. Merci à toi. C'était Avec super. plaisir.